Eh bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans la dernière conférence du cycle sur le bonheur. Alors, c'est toujours pareil, une conférence en 4 parties. Une première partie qui sera un petit peu plus longue puisqu'on va présenter la conférence. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ce format vous plaira, que je vous retrouverai nombreux et que vous trouverez qu'on aura conclu ce cycle en beauté. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la dernière partie du cycle, celle qui permet d'avoir une iconographie assez abondante, puisqu'on va parler des impressionnistes, et qui va permettre aussi de filer la métaphore du bonheur jusqu'à nos sociétés contemporaines. Donc la question, c'est effectivement, nous sommes dans une société qui est définie comme la société du loisir. Et donc la question qu'on va se poser, avoir du temps libre rend-il heureux? Donc cette société du loisir, elle commence eh bien, vraiment au 19e siècle. Donc le loisir, il est défini, c'est un mot assez ancien de la langue française qui existe depuis le Xe siècle, mais qui est vraiment employé à partir du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où la bourgeoisie devient la classe dominante et où elle utilise ce loisir comme un marqueur social, thème que vont traduire les impressionnistes. Donc ce sera un peu le fil conducteur de notre thématique du jour. Donc on va voir en première partie les impressionnistes et la société du loisir. Donc le lien entre les loisirs et bourgeoisie, le phénomène de la danse qui est assez intéressant, qui est caractéristique aussi du 19e, et aussi comment le loisir permet de voir effectivement une France qui change. Ensuite, alors comment parler du loisir sans parler du repas? Puisqu'effectivement ça reste encore aujourd'hui un de nos loisirs préférés. Donc, alors que le loisir euh, de la baignade, du canotage, concerne plutôt la France entière, le repas, lui, va concerner la ville. Donc on va s'attacher à la pratique du loisir dans la ville, euh, en parlant de l'alimentation au 19e siècle, donc comment elle est remise au goût du jour, remise en valeur, qu'est-ce qu'on voit derrière, les restaurants et puis bien évidemment les cafés et les bars et les salons de thé, etc., etc. Pour que certains se distraient, d'autres travaillent. Et aujourd'hui, vous avez, vous le savez bien, les travailleurs du loisir, ceux qu'on appelle les travailleurs du loisir, tous ceux qui assurent les spectacles, tout le monde de la culture, en fait. Et qui est en crise, puisque tous les lieux culturels sont fermés. J'en suis la preuve vivante, je vous parle à distance derrière un ordinateur au lieu de venir vous voir. Donc effectivement, le monde du loisir a toujours son revers. Et donc on va voir que ces problématiques, eh bien, elles sont présentes dès les débuts de la société du loisir, dès la fin du 19e siècle, et notamment à travers le mouvement du néo-impressionnisme. Donc les travailleurs du loisir, le cirque spécifiquement, et puis encore une relecture du mythe de l'âge d'or, donc on en avait parlé avec la pastorale lors de la dernière conférence, la conférence sur les Lumières, et on va en reparler effectivement aujourd'hui. Comment on peut lier âge d'or, loisir et travail, dans une optique qui est ici une optique politique. Après, cette lecture politique va nous permettre de passer aux loisirs contemporains qui se caractérisent véritablement par les congés payés. Donc, je ne vais rien vous apprendre. En 1936, le Front populaire, les premiers congés payés de 2 semaines qui ont été acquis vraiment de haute lutte, voire et qui encadre un loisir qui n'est plus un loisir aristocrate, qui n'est plus un loisir bourgeois, mais qui est bien un loisir populaire. Et on va voir que c'est un enjeu, ce loisir populaire, qui est vraiment un enjeu politique. Ensuite, on va voir le loisir, effectivement, et bien plutôt de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, le loisir mondain. Donc, comment il se caractérise? Par la mode. Et enfin, passer aux 30 glorieuses, qui ont posé les bases de notre époque actuelle, où on relie encore aujourd'hui loisir, bonheur, bien sûr, vous avez compris le lien entre loisir et bonheur, et la société de consommation. Et enfin, on va voir comment, à travers le loisir, on envisage le bonheur aujourd'hui, d'un bien-être qui est un bien-être subjectif, qui dépend surtout du temps qu'on a, à un indicateur qui est un indicateur économique.
Alors, en introduction, le bonheur, temps libre et loisir. Voilà, alors le loisir, c'est très simple, comme je vous avais dit, c'est un mot qui est très ancien dans la langue française, qui signifie être permis. Et puis très vite, on lui adjoint une notion de temporalité et surtout une notion de liberté. Vous voyez, dès la Renaissance. Aujourd'hui, le loisir désigne un temps libre dont on dispose en dehors des occupations imposées, donc en dehors du travail, et il y a une notion d'amusement, donc distraction, amusement, lié à la liberté. Pour le dictionnaire Robert, c'est le temps dont on dispose pour faire commodément quelque chose. Donc il y a une notion de, oui, de plaisir, de bonheur, parce qu'on est à son aise, de temps libre, de distraction. Donc le loisir, c'est véritablement la métaphore une des métaphores actuelles, contemporaines, du bonheur, qui arrive effectivement au XIXe siècle. Pourquoi? Parce que si ce mot existe dans la langue française depuis le Xe siècle, donc depuis le début du Moyen Âge, hein, eh bien, il va être véritablement employé au XIXe siècle, au moment où la bourgeoisie arrive effectivement sur le devant de la scène, devient classe dominante. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le loisir devient différent du travail et devient effectivement un gage de bonheur. Pour être heureux, il faut avoir du temps libre et avoir effectivement des loisirs. C'est ça qui fera de vous un citoyen inséré dans la société. À tel point, en fait, cette idée a pris tellement d'importance qu'aujourd'hui, le bonheur ne devient pas simplement un état d'esprit individuel subjectif, mais il devient un droit. En fait, en gros, c'est extrêmement important d'avoir du temps libre et des loisirs, des distractions, des amusements pour être heureux. Donc, vous avez plein de produits dont on va reparler. Vous avez une très intéressante histoire du bonheur. Il y a beaucoup d'émissions sur France Culture qui ont invité Rémi Pavline, donc voilà, qui a sorti son histoire du bonheur en France depuis 2013. Vous avez un think tank, bon, c'est vraiment la mode, là, les groupes de pensée intellectuels aujourd'hui qui se réunissent pour proposer des solutions à des problématiques contemporaines. C'est la Fabrique Spinoza qui a impulsé ce qu'ils appellent le PIB du bonheur. Donc, pourquoi? Parce que c'est vraiment l'idée que le PIB ne peut plus se calculer aujourd'hui que sur des indicateurs économiques. Donc ça, c'est très sérieux, hein, c'est vraiment mis en place, mais doit se calculer sur des indicateurs qui sont des indicateurs subjectifs et personnels. Donc ça, c'est ce qui se passe en France. Dans le monde, vous avez beaucoup de pays qui réfléchissent à la problématique du bonheur chez leurs citoyens. Ça, c'était des idées qui étaient mises en place aux Lumières et puis qui ont fait un petit peu leur chemin dans le Bhoutan. Donc c'est un des premiers États d'Asie à avoir évalué le bonheur national brut. Et à partir de 1990, les Nations Unies mettent en place un IDH, un indicateur de développement humain, pour mesurer le bien-être des populations. Donc ça se base sur, bien sûr, le PIB, indicateur économique, mais aussi sur l'espérance de vie et l'accès à l'éducation. Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, comment est-on passé, en fait, en gros, d'un simple loisir, on avait du temps libre, on était heureux, on avait des distractions, à un enjeu de société qui est presque un impératif de réussite. En gros, si on n'est pas heureux, si on n'a pas de loisir, si on n'est pas heureux, on a échoué. Et ces questions-là, elles prennent racine au XIXe siècle et elles peuvent se tracer iconographiquement à travers toutes les représentations qu'en a faites la société impressionniste. Donc, ce sera l'objet de notre première partie, les impressionnistes et la société du loisir. Alors, le loisir, c'est vraiment un terme qui va être lié à la bourgeoisie. Pourquoi? Eh bien, parce que on commence, là, je vous ai montré un tableau du 18e, l'aristocratie, elle, va plutôt se définir par son oisiveté, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas du tout. C'est ça qu'elle revendique.
Et comme elle ne travaille pas, eh bien, elle peut se livrer à des occupations qui lui font plaisir, donc le travestissement, la fête, et ces distractions joyeuses, élégantes, parfois érotiques, se retrouvent dans la peinture du XVIIIe siècle. Là, je vous montre un tableau de Fragonard, donc les baigneuses. Ces tableaux-là sont très appréciés des impressionnistes. Ils sont conservés dans une collection parisienne privée, qui est celle du docteur Lacaze, qui adore en fait les tableaux du XVIIIe, qui va les donner au Louvre. Hein. Donc le Louvre tient son fonds XVIIIe d'une donation, de cette donation privée. Et donc Renoir, que je vous montre, va transformer en fait l'oisiveté du XVIIIe siècle, caractéristique de l'aristocratie, en peinture de mœurs, donc en peinture du loisir, et du loisir bourgeois. Donc, qu'est-ce que c'est le loisir bourgeois? Vous voyez ce qu'on voit, les bals, la danse, les repas, les guinguettes. Le fait de partir de son travail, donc le soir, dans le cas du bal au Moulin de la Galette, ou le dimanche, et le week-end, dans le cas du déjeuner des canotiers, dans un lieu qui n'est pas le lieu où l'on travaille, pour aller se distraire avec des gens que l'on connaît ou avec des gens que l'on va rencontrer. Hein. Donc ça, voilà, c'est vraiment le lien entre loisir et bourgeoisie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire effectivement au XIXe siècle? Est-ce qu'on a des loisirs assez précis? Eh bien, oui, on a le loisir de la danse. Donc ça, je vais vous en parler parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on aime beaucoup danser. Les Français aiment toujours beaucoup danser. Ça fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup, beaucoup de cours de danse qui sont donnés. Et ça, si on a toujours aimé danser, vous aviez des danses qui étaient des danses, voilà, dans la danse de salon. Bon, voilà. Au 19e siècle, on va vraiment, alors je ne vais pas montrer d'image, mais réaménager d'une certaine manière la capitale après la Révolution française et après la terreur. Les Parisiens se disent qu'ils ont un petit peu bavé. Donc ils ont envie de s'amuser, de se distraire. Ils vont réaménager les Champs-Élysées avec des espèces de petites, pas de petites guinguettes, parce que c'est pas encore vraiment le terme, mais des espèces de petits établissements, de petits préaux où les gens vont pouvoir se retrouver et danser. Et puis en fait, tout va partir de là. Hein. Donc la dansomanie, on parle vraiment de dansomanie, va gagner surtout Paris, l'Île-de-France et voilà, la France. Donc là, je vous montre un tableau de Renoir, enfin plutôt une série de tableaux, où vous voyez que le modèle semble le même. Donc, vous avez la danse à la campagne, la danse à la ville et la danse à Bougival. Donc, ce sont un petit peu trois manières de danser. La danse à la ville, c'est quelque chose de très carré. C'est une jeune bourgeoise ou aristocrate qui s'apprête lors d'un bal à faire son entrée dans le grand monde. La technique est un peu glacée, figée. Les poses sont très... voilà, la touche est assez léchée. Dans la danse, effectivement, à Bougival, alors là, voilà, les attitudes sont plus relâchées, le modèle s'abandonne voilà, légèrement, on a un peu moins de retenue, on est dans un loisir qui sera un loisir effectivement plus bourgeois. Dans le premier tableau, voilà, c'est la danse à la campagne. Alors là, voilà, le canotier est carrément tombé par terre, les vêtements, le châle est en désordre sur la table. Donc on a en gros la ville, l'Île-de-France et la campagne, où le loisir devient de moins en moins mondain et de plus en plus populaire. Mais à chaque fois, ce qui fait le lien entre les trois tableaux, c'est cet homme en costume noir qui symbolise d'une certaine manière la bourgeoisie, son ascension sociale et la façon qu'elle a, si vous voulez, de se mêler un petit peu à tous les types de population, de l'aristocratie aux classes populaires, et d'être un peu, si vous voulez, voilà, la classe universelle.
Donc Renoir symbolise ça à travers ces trois tableaux. Donc la danse devient aussi une métaphore de la modernité. Donc c'est ce que vous voyez à travers ces trois éléments. Donc comme on a vu dans la danse à la ville, la danse c'est aussi quelque chose qui caractérise l'élégance et les milieux mondains et huppés. C'est ce qu'on voit dans Evening de James Tissot. C'est une jeune femme qui s'apprête à faire son entrée un peu dans le monde, dans une soirée qui est extrêmement huppée. Donc pareil, élégance des tissus, des matières. Berthe Morisot renouvelle un petit peu le sujet parce que le bal est aussi réservé à une élite sociale à laquelle Berthe Morisot appartient également, mais la touche en fait quelque chose de très enlevé, de très agréable, donc donne une modernité effectivement au sujet. Et enfin, Carpeau, donc cette sculpture a fait scandale, va libérer complètement la danse, puisqu'il montre presque une sorte de bacchanal, un génie de la danse dont le corps est frémissant d'une certaine manière de désir et exalte la passion. Donc le fait de travailler la danse permet de travailler sur le frémissement de la touche, sur le frémissement de la chair, sur le frémissement du corps, et effectivement, non pas sur un loisir qui est un loisir mondain, comme ça l'était, mais un loisir qui permet de libérer les sens et vraiment d'exalter des sensations physiques qui rendent purement et simplement heureux. Voilà, c'est très clair dans le tableau de Carpeau. Mais le loisir, c'est aussi nous permet d'envisager la façon dont la France se transforme et dont la France est vécue par ses contemporains. Alors, ce qu'il y a de très nouveau au XIXe siècle, qui n'existait pas avant, c'est tout simplement les transports. Donc, le fait de voir quels loisirs pratiquent les hommes et les femmes du XIXe siècle permet de comprendre comment et pourquoi la France a changé. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très très intéressant, de voir comment les loisirs définissent la façon dont les Français occupent la France, tout simplement. Donc voilà, donc là je vous montre la gare Saint-Lazare. Monet a peint plus de 15 tableaux sur à peu près autour de 15 tableaux, peut-être un peu plus, sur la gare. Il adorait la gare. C'est voilà, le 19e siècle, c'est le siècle des transports. On construit des transports, on construit des gares. Et grâce au chemin de fer, eh bien, on peut desservir plusieurs régions. Donc, on dessert la Normandie, la Bretagne, puis le midi de la France. Donc, des terres qui seront conquises par les peintres. Les Midi de la France, c'est les Fauves, la Bretagne, c'est l'école de Pont-Aven, et puis la Normandie, bien sûr, les impressionnistes. Donc, je vous montre une carte des sites impressionnistes autour de la Seine, où vous voyez, et là c'est une carte que j'ai trouvée vous avez beaucoup de croisières, beaucoup de sites anglais justement, qui proposent des croisières sur la Seine. Et vous vous apercevez que c'est les cartes en fait des croisières actuelles. C'est une carte d'aujourd'hui, c'est un site promotionnel anglais d'aujourd'hui qui propose effectivement une croisière autour de la Seine. Et cette croisière retrace tous les sites impressionnistes. Et pour visiter ces sites, grosso modo, vous partez de la gare Saint-Lazare. Et si vous regardez les lignes de Transilien aujourd'hui qui partent de la gare Saint-Lazare, vous vous rendez compte qu'elles desservent la majorité des sites impressionnistes. Les impressionnistes visitaient. Donc du coup, grâce au transport, on longe les fleuves, on va jusqu'en Normandie et on va peindre effectivement autour de ces nouveaux sites. Donc, les loisirs que représentent les impressionnistes correspondent aussi, et c'est assez rigolo, à leur succès. Donc là, Renoir et Monet, en 1869, ils n'ont vraiment pas beaucoup de sous. Paris, ça coûte toujours un rein, donc voilà, de toute façon aujourd'hui c'est à peu près la même chose. Donc ils n'ont pas les moyens d'y loger, donc ils vont aller plus loin. Ils vont aller à Bougival. Voilà, ce qui est assez loin de Paris, c'est la banlieue. Donc ils se retrouvent, ils sont tous les deux. De toute façon, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est plutôt sympa qu'ils soient ensemble parce qu'ils peuvent partager des choses, des ateliers, des bons plans, peut-être parfois à manger, se rendre au service. Donc ils résident tous les deux là et ils vont s'intéresser
au sujet qui les intéresse, c'est-à-dire le fleuve, le loisir et la société contemporaine. Donc vous voyez la vision de Monet qui s'intéresse au mouvement de l'eau avec des touches assez larges. Et voilà un tableau qui fait se chevaucher les masses claires et les masses sombres pour traduire le mouvement. Et puis la vision de Renoir, qui est plus brouillonne, plus fondue, plus mousseuse. Renoir a beaucoup regardé Watteau, hein. C'est un des plus grands admirateurs en fait, du XVIIIe siècle. Il travaille sur la façon dont le frémissement de la peinture peut s'attacher à la chair humaine. Et donc du coup, voilà, c'est ce travail, comment eh bien, les Parisiens ou les Franciliens vont aller dans des lieux qui sont assez réputés. Donc ça, c'est un petit restaurant où on peut danser, manger sur l'eau, danser, boire, qui s'appelle la Grenouillère, qui est très en vogue. Voilà, donc ils peignent d'abord ce type de loisir. Ensuite, alors c'est la Commune de Paris. Donc la guerre de 70, qui est un désastre, la Commune de Paris, qui va être aussi très très compliquée. Donc la majorité des impressionnistes, ils vont partir. Donc Monet partira à Londres, parce qu'il ne veut pas rester à Paris, comme beaucoup. Pissarro aussi partira à Londres. Et à Londres, les impressionnistes vont rencontrer un marchand d'art qui est lui aussi parti, parce que c'était assez compliqué de rester à Paris, qui est Paul Durand-Ruel. Et Paul Durand-Ruel va dire « Waouh, les impressionnistes, mais c'est génial, j'adore !» En plus, pour quelqu'un qui est habitué à l'œil anglais, la technique des impressionnistes rappelle Whistler, Turner, enfin, ces peintres-là, ces peintres aussi de la lumière et de la touche. Donc du coup, ils vont connaître un grand succès. Et Paul Durand-Ruel va leur donner de l'argent. Donc lorsque Monet revient de Londres, après la Commune de Paris, il va s'installer à Argenteuil, qui est un petit peu plus près de Paris, un petit peu plus côté, une banlieue un peu plus chic, et il va peindre des tableaux qui sont, vous voyez, un peu plus précis, un peu plus élégants, un peu plus solaires. Il va peindre aussi des tableaux qui sont des tableaux de la reconstruction. Il ne faut pas oublier que la France a perdu la guerre et que pour elle, c'est très difficile. Ils l'ont encore en travers de la gorge, cette défaite et cette Commune de Paris. Et donc, il faut montrer, en fait, en gros, qu'on s'est relevé de tout ça et que la République est une République triomphante. Donc, on va montrer des tableaux, les tableaux de la reconstruction. Et le loisir est une métaphore aussi de la reconstruction, parce que ça montre une classe heureuse, une classe qui réussit socialement, parce qu'elle gagne de l'argent par son travail et que cet argent lui permet de se distraire. Donc il y a derrière les sites choisis aussi une volonté, une mentalité qui est une mentalité relativement conquérante. Hein. On montre une banlieue industrielle avec des ponts, avec des chemins de fer, avec des routes. On montre que tous les ponts qui ont été détruits, parce que ça c'est des techniques de guerre hein, pour empêcher le passage de l'ennemi, sont reconstruits. Donc c'est une France, en fait, en gros, une France du loisir et une France qui va bien. On adore aussi en Normandie, donc une fois qu'on a longé tout le fleuve, on arrive à la mer. Et alors ça c'est trop bien, donc la Normandie, c'est une des premières destinations des peintres. En fait, on va remonter un petit peu. Sous la Révolution française, on a eu un phénomène qu'on appelait le vandalisme, puisqu'il y a eu une sorte d'association magique et symbolique du patrimoine français à l'arbitraire royal, à l'arbitraire de la monarchie. Donc, il a été détruit en partie, voire vandalisé. Le point positif de tout ça, c'est que les Français se sont dit ah mais en gros ils se foutaient royalement des monuments qu'il y avait chez eux. Bon, les choses pouvaient pourrir sur place, hein, c'était pas un problème. Mais à partir du moment où ça a été détruit, ils se sont dit mais en fait c'est bon chez nous, on voudrait bien le conserver. Donc on a fait des musées, on a fait voilà, ça date un peu de là. Enfin je schématise assez vite, hein, mais voilà c'est assez intéressant à voir. Et on s'est dit, c'est pas la peine d'aller en Italie. Comme avec le confinement, on s'est dit, c'est pas la peine d'aller loin, en fait, près de chez nous, il y a des trucs trop bien à voir. Et la Normandie a à nouveau eu la cote. Donc, à partir des années 1800-1830, on a commencé à revoyager en Normandie. Donc, je vous montre un tableau d'un peintre qui s'appelle Isabelle, qui était très connu au 19e, qui est plus trop connu aujourd'hui, mais qui est très délicat, très sensible. Et une sensibilité romantique et fine dans son paysage. Donc il a acheté une petite maison en Normandie. Voilà, c'est la plage à marée basse qui est peinte là.
Et puis, peu à peu, le sujet a pris corps chez les illustrateurs, chez les peintres, les graveurs. Et c'est surtout Eugène Boudin, lui, qui s'est intéressé qu'on appelait le peintre des plages. Donc, il a peint des sujets qui étaient assez mondains. Voilà, comme les stations Deauville, Trouville. Là, je vous montre la plage de Trouville. Donc, c'est une peinture de chic qui est très vernie. Voilà, très vernie, avec une touche très fine, très délicate. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand la France sort du blocus napoléonien, la mer n'est plus une zone de guerre. Donc elle redevient peu à peu, avec les nouvelles habitudes, une zone de plaisance. Et c'est ça qu'on peint. Voilà, on peint la balnéothérapie, les habitudes de balnéothérapie, qui poursuivent les courants d'hygiénisme qui ont été entamés au XVIIIe siècle, où l'eau est liée aussi à la santé, à la salubrité. Donc ça, c'est des thématiques voilà, qui sont assez anciennes, qui commencent à prendre une importance d'autant plus accrue avec cette idée effectivement du loisir. Donc Eugène Boudin est originaire du Havre, donc aussi en Normandie, donc il va s'intéresser à tous les sites de la côte, et c'est lui bien sûr qui sera le maître de Monet. Hein. Donc voilà, donc je vous montre comment Monet peint aussi, va à la suite de Boudin, et de par son ancrage géographique, peindre également la mer. Donc voilà, et là c'est l'hôtel des Roches Noires à Trouville, qui devient un site touristique assez élégant et mondain, où les artistes vont aller voilà, euh, se reposer, se ressourcer. Bon, voilà. Donc c'est un peu ces nouvelles pratiques du 19e qu'on voit à travers les transports euh, qui se mettent en place. Et enfin, le dernier loisir que les impressionnistes vont invoquer, qui est un loisir aussi bien citadin que campagnard, c'est la nature. Voilà. Donc la nature, alors comment est-ce qu'on commence à avoir une vision symbolique de la nature? Tout simplement avec l'industrialisation. Donc à partir de la seconde moitié du 19e siècle, c'est la révolution industrielle. La ville devient métaphorique, tentaculaire, avec les usines. Enfin voilà, bon, on n'a qu'à voir qu'à lire Dickens, hein, ou Hugo, Dickens sur Londres, Hugo sur Paris, pour comprendre que la ville devient un personnage qui dévore, qui broie. Donc, par conséquent, la nature se teinte d'une dimension nostalgique. Donc, soit on va vouloir la mettre dans la ville, c'est ce que fera Napoléon III, parce que Napoléon III, avant de devenir Napoléon III, il a déjà essayé d'avoir le pouvoir, donc il n'a pas réussi, donc il a été voilà, à Londres. Hein, et Londres est une des capitales les plus vertes d'Europe au début du 18e, 19e siècle. En fait, elle a été ravagée par un grand incendie. Et donc, du coup, on s'est dit, puisqu'il n'y a plus rien, autant tout reconstruire. Et comme les Anglais adorent le paysage, hein, on l'a vu, il y avait plein de jardins à Londres. Donc, quand il y est allé, avant d'être sacré empereur, il a vu ça, il a dit, ouais, c'est trop bien, c'est génial, moi j'adore une ville avec plein d'espaces verts, c'est vraiment super. Et quand il a été, quand il s'est fait sacrer tout seul empereur, hein, voilà, on va pas se leurrer, c'est pas vraiment une élection, il a voulu faire de Paris la nouvelle capitale européenne, bien sûr. Il a voulu concurrencer Londres, qui était son grand modèle. Donc il a fait planter plus de 1000 hectares d'espaces verts. C'est colossal. En gros, ça représente 80% de la surface des jardins publics, des espaces verts parisiens aujourd'hui. Donc, voilà, qui ont été plantés par le Second Empire. Et donc, du coup, les nabis vont beaucoup représenter les jardins publics. Donc voilà, vous avez Maurice Denis avec les jeux de volant, Édouard Vuillard avec les jardins publics. Et à chaque fois, vous avez des jeux qui sont représentés d'une manière symbolique. Chez Vuillard, c'est l'enfance, c'est effectivement le thème de l'enfance. Et la nature est le lieu d'un paradis perdu, celui du jeu enfantin. Et Maurice Denis, vous avez des silhouettes très élégantes, très intemporelles, qui aussi font de la nature euh, le lieu d'un espèce de paradis idyllique au sein d'une ville sauvage et dénaturée. C'est un peu ce qu'on avait vu déjà chez Rousseau. L'homme social est un homme urbain, hein, qui a été dénaturé.
remettre la nature, c'est retrouver aussi ce lien avec le paradis perdu et avec effectivement le bonheur. Hein. Donc, voilà, vous avez des métaphores qui sont un peu filées que je pense qu'on va peut-être mieux comprendre maintenant. Donc, la nature, c'est aussi l'Île-de-France, puisque c'est une nature qui est donc une banlieue industrielle, hein, vous voyez des cheminées d'usines à l'arrière-plan, mais une banlieue quand même qui reste préservée, où les habitants vont se promener, où Monet effectivement va peindre les habitudes voilà, les habitudes des franciliens, des résidents, qui profitent des charmes du lieu, loin de l'agitation de la ville. Et c'est toujours aussi pour ça qu'on va rechercher l'Île-de-France. Hein, regardez sur des sites immobiliers, si vous cherchez, voilà, c'est où sont les endroits où on vit mieux qu'à Paris. Voilà, bah, c'est l'Île-de-France, parce que vous avez la nature, vous avez tout ça, vous êtes près de Paris, sans les inconvénients de Paris. Et ben, les impressionnistes représentent tout à fait ça. En fait, on est encore dans des problématiques qui sont des problématiques d'actualité. Bon, tout en étant quand même assez cotés, hein, parce que les impressionnistes ne vont pas peindre des sites, voilà, ils ne peindront pas des banlieues suburbaines où il y a rien, quoi. L'équivalent des ZAC et des grandes zones industrielles. Donc, c'est pas ça. Voilà, c'est quand même des banlieues mondaines. Et puis, qu'est-ce qu'on va représenter aussi dans la nature? Représenter le pique-nique. Alors, le pique-nique, c'est génial. Le pique-nique, en fait, ça apparaît au 18e. Donc, c'est la résurgence du tableau de Courbet. Et au XVIIIe siècle, en fait, en gros, les nobles vont chasser. La chasse est un privilège aristocratique, hein, on le rappelle. Et puis, quand ils ont bien chassé, chacun apporte un truc à manger. Et puis, voilà, il y a des cuisiniers qui les suivent. Il y a des relais de chasse. Et donc, ils dînent, ils pique-niquent et ils prennent, comme ils ne mangent pas exactement dans leur château chez eux, ils prennent des libertés avec la nourriture et pas que. Hein. C'est un lieu où on fait des parties où on s'amuse, hein, à peu près. Tous les sens sont sublimés, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, Courbet reprend cette idée de loisirs champêtres liés à la nature, en intégrant la dynamique, la dimension, effectivement, de la chasse, avec des trophées de chasse, avec des animaux morts, avec des corps de chasse, enfin voilà, des chiens de chasse que vous voyez. Donc Manet, lui, va supprimer cette référence à la chasse. Donc les artistes du 19e représenteront beaucoup le pique-nique, sauf qu'ils vont complètement supprimer cette référence à la chasse. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que la référence à la chasse est aristocratique. Mais en supprimant cette référence à la chasse, on fait du pique-nique un loisir bourgeois. Et donc tout simplement, Manet s'inspire des nouvelles habitudes de la bourgeoisie qui, après avoir fini sa journée ou sa semaine de travail, va partir de la ville pour aller à la campagne, donc soit sur un site de villégiature, soit dans une résidence secondaire, pour aller profiter des joies du plein air, mais de toutes les joies du plein air, hein, donc voilà, que ce soit les joies du corps ou les joies de la table. Bon, c'est des problématiques du déjeuner sur l'herbe. C'est un tableau qui est très moderne, je ne vais pas vous en refaire l'histoire parce que ce n'est pas le lieu ici, hein, il est filtré, là je voulais juste vous montrer le pique-nique, bon, qui clairement n'est pas le premier enjeu du tableau de Manet, hein, mais bon, ici je peux vous en parler. Monet, pour lui rendre hommage, peindra 2 ans plus tard le déjeuner sur l'herbe. Donc en fait, il n'en était pas très content, donc il a coupé la toile, on l'a retrouvé roulée dans son atelier. Bon, elle n'est pas tout à fait finie, ce que vous voyez. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est qu'il file toujours la métaphore du loisir bourgeois. Donc on est toujours dans une classe aisée, hein, donc costume noir chez Manet, costume noir chez Monet, chapeau, finesse de la vaisselle, finesse des vêtements, tissu blanc, donc qui est très très compliqué à entretenir. Et puis vous avez des mets, comme vous avez de la volaille rôtie, vous avez du pâté en croûte. Alors le pâté en croûte, avant ça désigne un mode de cuisson. Donc c'est plutôt un truc de riche parce qu'on ne mangeait pas forcément la croûte. Donc un plat dont on jette la moitié, bon, par l'artichaut, hein, donc bon, on peut manger les feuilles. Mais là quand même c'est un peu, enfin, c'est un petit peu choquant. Mais au 19e, le pâté ça devient un plat complet. Donc on mange tout, on mange la croûte et puis on mange la viande. Donc voilà, c'est plutôt des mets bourgeois. Hein, donc voilà, la bonne cuisine bourgeoise. Parce qu'il y a une bonne charcuterie. Voilà.
voilà, c'est typiquement français. Zola, c'est le ventre de Paris, c'est les gros contre les maigres, donc les gros, les bourgeois contre les pauvres, voilà, qui sont les prolétaires, les maigres. Donc c'est des métaphores qu'on retrouve dans d'autres littératures du siècle. Donc là, voilà, on mange du pâté. Et puis, vous avez d'autres mets, là, on ne voit pas bien, mais en bas, à côté de la bouteille de vin, vous avez du saucisson, et du saucisson et de l'andouille. Alors ça, c'est des mets qui sont vraiment populaires. Et c'est intéressant parce que ce lien entre les mets bourgeois, l'élégance des pêches et des plats qui sont voilà, la charcutaille hyper conviviale, hyper populaire, euh, montre le côté aussi chaleureux du pique-nique, un moment de plaisir qu'on prend entre amis, où voilà, on a cherché un coin calme, où ça sent bon, on a pu se poser tranquillement, on va discuter ensemble, voilà, par un jour de printemps. Enfin, c'est une des idées aussi du bonheur. Donc voilà pour cette première partie, ce lien très fort entre loisirs, bourgeoisie, mais aussi cette opposition entre loisirs et travail. Il y a le lieu, effectivement, où l'on travaille, qui est la ville, et le lieu où l'on se distrait, qui va être, voilà, correspondre à une autre temporalité, le soir, le week-end, et à un autre lieu, souvent la campagne, la mer, ou les bords de fleuve. Du coup, ah, zut. Il faut que je coupe mon enregistrement, qui ne veut pas